En guise d'introduction, on va essayer de revenir avec Antoine en se basant sur notre article transversal sur, on va dire, ce qu'il y a de commun dans les régimes organisés de migration temporaire de travail dans les différents pays, dans les différents secteurs qui sont discutés dans le numéro, ainsi que leurs effets communs sur les normes sociales de travail. Donc peut-être le point de départ, c'est rappeler ce qu'on veut dire par migration temporaire de travail. Donc ce sont des régimes institutionnels qui autorisent des migrations temporaires ou pendulaires pour des personnes étrangères autorisées à venir occuper un emploi donné pour une durée déterminée, et leur statut prévoit le retour dans le pays de résidence une fois la tâche accomplie, avant même que l'emploi n'ait commencé. Alors, comme l'a dit Anne-Florence, dans le débat public, on l'aborde principalement soit via les demandes patronales pour avoir cette main-d'œuvre disponible pour faire face à des difficultés de recrutement avancées par le patronat. Il y a évidemment tous les faits divers dont on peut entendre parler par le travail de journalistes ou de chercheurs qui attestent l'existence de conditions de vie et de travail difficiles, voire dangereuses pour les travailleurs, ainsi que des nombreuses situations d'illégalité. Et enfin, évidemment, avec les autres travailleurs migrants, ils sont aussi présents dans le débat public dans un contexte de montée généralisée des idées et des politiques hostiles à l'immigration. Du côté de la littérature scientifique, en réalité, ce sujet de la migration temporaire de travail, il est abordé d'un côté par des travaux qui vont vraiment s'intéresser à des régimes légaux de migration sur des secteurs dans des pays qui vont structurellement favoriser l'exploitation des travailleurs, et de l'autre, des travaux qui vont s'intéresser à concrètement des situations d'inégalité entre ces travailleurs migrants temporaires et les travailleurs nationaux, voire entre différents types de travailleurs migrants selon leur statut, selon leur nationalité, en s'intéressant à la fois au fait qu'ils ont des inégalités de droits et des droits limités de droits, mais aussi limités de fait dans leur accès à des droits qui normalement leur seraient accessibles. Et évidemment, des situations aussi caractérisées par des conditions de travail indignes. L'article transversal tel qu'il est présent dans le numéro, on va dire, s'articule autour de 5 éléments. D'abord, un peu du côté de la littérature, les éléments d'analyse qui s'intéressent aux caractéristiques de ces régimes de migration de travail temporaire, notamment le caractère bridé de la main-d'œuvre en son sein, toute la diversité qui se déploie dans les pays, des statuts légaux, des configurations nationales. Ensuite, le constat dans les données fragmentées mais existantes de la forte croissance du recours à ces travailleurs temporaires. Et ensuite, le constat de situations de conditions de vie et de travail dégradées communes, connues par ces travailleurs, quel que soit leur statut. Et aussi le problème commun de la difficile défense des droits de ces travailleuses et travailleurs par les acteurs syndicaux et associatifs. Du fait que, on va dire, cette diversité, l'évolution du recours à ces travailleurs temporaires vont être abordées dans les différentes tables rondes, on va surtout se focaliser en cette présentation sur les points 1, 4 et 5. Mais rapidement, sur la diversité, peut-être souligner que donc, la littérature scientifique dont on est parti est fragmentée. On a beaucoup d'études qui portent sur des pays spécifiques, sur des secteurs spécifiques, sur des statuts légaux spécifiques, et qu'en fait, dans ce travail un petit peu de mise en commun, de lecture commune de ces différents travaux, collectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 grandes catégories, en réalité, de travailleurs migrants temporaires qui émergeaient, qui avaient aux caractéristiques communes d'être en croissance dans leur recours. C'est d'abord tous les travailleurs saisonniers, qui ont en commun d'avoir un statut qui, on va dire, qu'on limite temporellement leur travail du fait qu'ils sont appelés pour une activité considérée comme saisonnière, temporaire, répétée. Il y a aussi tous les autres travailleurs temporaires qui ne sont pas, on va dire, dont le statut n'est pas associé à un motif saisonnier. Et enfin, notamment dans les pays européens, tout ce qui va être le cas des travailleurs qui vont venir réaliser un travail migrant temporairement via la prestation internationale, prestation de services transnationale, donc ce qu'on appelle les travailleurs détachés en Europe. Évidemment, il y a d'autres catégories de travailleurs migrants temporaires, plus spécifiques à des pays, à des secteurs. Il y a par exemple en Autriche le cas des faux indépendants, l'importance des travailleurs frontaliers. Il y a également des statuts un peu spécifiques sur les travailleurs domestiques qui vont avoir des statuts temporaires pour suivre les gens pour qui ils travaillent au Royaume-Uni, etc. Comme l'a dit Frédéric, globalement, ces 3 grands statuts vont être abordés par une approche à la fois secteur et statut au cours de la journée, donc les travailleurs saisonniers dans l'agriculture, les travailleurs détachés dans la construction, et ces autres catégories de travailleurs temporaires dans les services à la personne.
Alors, je crois que c'est à moi. Moi, je vais un petit peu vous reparler du cadre conceptuel qui émerge de la littérature scientifique. Alors, cette littérature scientifique, ça a déjà été dit, elle est abondante, mais elle est très, très fragmentée, focalisée sur des secteurs spécifiques, sur des dispositifs légaux particuliers. C'est en partie lié à la grande diversité des configurations nationales. Mais derrière cette fragmentation, ça a déjà été dit, il y a un cadre conceptuel convergent qui est mis en évidence par les travaux scientifiques. Dans ce cadre est notamment mis en évidence le très fort pouvoir conféré aux employeurs, notamment parce que ces régimes prévoient la perte du droit au séjour en cas de rupture du contrat de travail, et donc ils accroissent la subordination des travailleurs. Ces régimes aussi avalisent souvent des inégalités de droits entre salariés. Alors, l'exemple typique, le plus connu, c'est l'exclusion de certains travailleurs migrants temporaires de l'indemnisation du chômage, ceux qui ont les statuts de travailleurs saisonniers en France, par exemple. Mais aussi, ces travaux, ils montrent que ces statuts permettent de mettre en concurrence directe différentes législations sociales, législations du travail sur un même territoire. Et typiquement le détachement, qui sous couvert de libre prestation de services au sein de l'Union européenne, conduit à des inégalités de traitement entre salariés qui exercent sur le même territoire, parfois sur le même chantier. Alors dans les années 90, il y a eu toute une littérature, notamment du côté d'organisations internationales, qui s'est développée pour promouvoir l'idée de tels dispositifs d'immigration temporaire assignés à un travail et à un employeur spécifique. Pourquoi c'est promu? Parce que l'avantage qui est mis en avant, c'est que ça permet de concilier d'un côté les demandes des employeurs pour une main-d'œuvre sélectionnée supplémentaire, et de l'autre, j'allais dire, la lutte contre l'immigration, ou plus précisément la volonté d'empêcher l'installation d'étrangers, de migrants qui disposent d'un statut et d'un droit au séjour plus stable, de droits proches des nationaux et en capacité de les faire valoir. D'une certaine manière, ces régimes avec un droit au séjour adossé au contrat de travail répondent à une approche utilitariste visant à avoir le travail sans s'encombrer du travailleur, de la personne humaine. Dans un raisonnement utilitariste coût-avantage, ils apparaissent particulièrement avantageux pour qui? Pour les employeurs et pour la société dite d'accueil, parce que à la rupture de leur contrat, ces travailleurs peuvent être écartés non seulement de l'emploi, ça va de soi, mais aussi de l'espace social, ce qui permet à l'employeur et à la société de ne pas être comptable des conséquences, notamment en matière de santé ou de risques professionnels, et de faire l'économie des coûts d'usage et de reproduction de cette force de travail, les coûts étant supportés par les travailleurs concernés eux-mêmes ou le pays vers lequel ils sont renvoyés. Alors, les conséquences du lien entre le contrat de travail temporaire et précaire et le droit au séjour et la dépendance accrue vis-à-vis de l'employeur qui en résulte a des conséquences négatives sur les conditions de vie et l'accès effectif aux droits sociaux. Et l'exploitation, elle va être graduée, j'allais dire, elle va être d'autant plus forte pour tout un ensemble de caractéristiques, d'ailleurs qui peuvent croiser d'autres caractéristiques liées au genre, à la nationalité, etc. Mais elle va être d'autant plus forte dans ces statuts que le droit au séjour temporaire est conditionné à un emploi chez un employeur donné, a fortiori quand il n'y a pas de possibilité d'en changer. Et la littérature met en évidence une privation structurelle de capacité, de pouvoir pour ces travailleurs. Pour les employeurs, cet apport de travail sans travailleurs, d'une certaine manière, revient à une forme de délocalisation sur place pour des activités non ou peu délocalisables. C'est pour ça qu'on va les trouver beaucoup dans la construction, la restauration, les services à la personne, l'agriculture, le nettoyage. Et ce concept de délocalisation sur place, il a été initialement développé pour décrire l'emploi de travailleurs sans papier qui présentent pour les employeurs des avantages semblables à une délocalisation classique,
hein, notamment en termes de flexibilité, de vulnérabilité des travailleurs et de réduction des coûts. Mais ce concept, il est également très opérant ici pour les statuts de travailleurs migrants temporaires, parce que ces statuts augmentent également la vulnérabilité et la docilité de travailleurs donc, qui sont dépourvus de capacité de défection, hein, de changer d'employeur, de démissionner d'une certaine manière, et souvent de protestation. La notion de salariat dépendant non libre ou de salariat bridé, développée notamment par Yann Moulier-Boutan, est particulièrement adaptée pour comprendre ces statuts. L'idée de bridage, ça renvoie aux limites qui sont imposées aux travailleurs dans leur mobilité ou leur capacité à rompre librement leur lien avec un employeur, un secteur, voire un territoire, sans autre conséquence que la perte d'emploi. Et plus le contrôle de la mobilité est fort, plus la bride est serrée, moins le salarié peut se défaire de l'employeur, plus la possibilité pour ce dernier de l'exploiter est grande. Et de fait, les statuts de migration temporaire où le droit au séjour est attaché au contrat de travail offrent aux employeurs un tel salariat bridé. Hein. Ces salariés sont dans une situation de grande dépendance et avec pour effet, par effet de contagion, de concurrence, ces statuts y permettent de maintenir ou de tirer à la baisse les normes et les conditions d'emploi, notamment, y compris donc pour les autres salariés qui exercent sur le même segment du marché du travail. Puis la littérature également, elle est intéressante, et ça c'est un article de Sid Ahmed Soussi dans ce numéro spécial. Il montre que ces régimes de migration temporaire ou saisonnière, ils s'inscrivent dans des analyses en termes de division internationale du travail. Donc il n'y a pas seulement des pays qui échangent des biens dans la division internationale du travail, il y a aussi là des pays qui s'échangent de la main-d'œuvre. Hein. Il y a des pays fournisseurs et des pays receveurs de ce travail migrant pendulaire. Est-ce qu'un des aspects de cet article, qui contient beaucoup d'autres points intéressants, c'est de montrer que cette mobilité, elle est aujourd'hui promue au niveau international, d'où la très très forte croissance qu'on peut voir dans les pays étudiés dans ce numéro. Elle est promue, j'allais dire, de manière assez cynique, comme une opportunité gagnant-gagnant, hein, puisqu'elle permettrait un co-développement entre pays fournisseurs et receveurs. Je vous remercie. Concrètement, ces restrictions au droit, cette situation de salariat bridé, elle se déploie dans les conditions de vie et de travail via différentes formes de précarité qui vont être imposées aux travailleurs. D'abord, si déjà, on va dire, il y a une surreprésentation des étrangers et des travailleurs immigrés dans les secteurs et les métiers où les conditions de travail sont dégradées, cette surreprésentation est encore plus forte pour les travailleurs migrants temporaires qui sont soumis, du fait des limitations liées à leur statut, à une grande précarité, à des conditions de travail souvent désastreuses. Et en plus, ces travailleurs sont souvent fléchés par leur statut vers des secteurs qui sont déjà accidentogènes et avec des mauvaises conditions de travail. Et là où leur statut va accroître en plus les risques qui se fait porter sur le travailleur, c'est que précisément leur statut leur offre des possibilités de sortie limitées d'emplois qui sont dangereux, difficiles. Du coup, il y a un aspect de la précarité dans les situations de travail que connaissent ces travailleurs qui vient de la fragilisation de leur situation liée aux statuts légaux qui vont limiter leurs droits sociaux, augmenter leur dépendance juridique à l'employeur, notamment si non seulement il y a une des formes que prennent cette restriction de l'évolution des travailleurs migrants temporaires vers des situations moins défavorables pour eux vient du fait que le renouvellement, le prolongement de leur contrat de travail et donc de leur droit de séjour dans le pays de travail est entièrement dépendant de l'employeur. Et cela d'autant plus que c'est une immigration qui est donc choisie par les employeurs et les intermédiaires. Il y a non seulement un tri qui est fait avant l'emploi pour sélectionner des profils marqués par leur vulnérabilité, qui ont peu de ressources pour s'opposer à l'employeur en cas de conflit ou de situation d'exploitation, mais aussi parce que, et c'est notamment vrai par exemple pour les détachés, ils sont à tout moment du travail
il y a ces possibilités de les exclure du travail et donc du pays de travail sur décision de l'employeur ou de l'intermédiaire. Un autre aspect de la précarité que connaissent ces travailleurs migrants temporaires, c'est le fait que l'attachement à un employeur unique qui est présent dans beaucoup de statuts entraîne aussi un attachement à un lieu de travail unique, voire un lieu de logement unique, parce qu'en certains types de secteurs, notamment l'agriculture, le lieu de travail et le lieu de résidence sont adjacents. Ça entraîne un isolement géographique et social qui va limiter les ressources accessibles aux travailleurs, notamment en termes d'accès à leurs droits, et qui va aussi limiter la possibilité de recourir à l'aide syndicale ou associative. Il y a aussi un aspect de la précarité de ces travailleurs qui est lié au fait que concrètement, ils ont des temps de travail limités et discontinus, qui vont entraîner des revenus incomplets du travail, assez indépendamment d'ailleurs du nombre d'heures de travail qu'ils peuvent réaliser, qui peut être extrêmement importante, que ce soit de manière contrainte, voire même lorsque c'est moins contraint, le fait qu'on ait des revenus incomplets veut dire qu'on est moins enclin à s'opposer à avoir beaucoup d'heures si ça peut complémenter un petit peu des revenus limités du travail. La précarité liée à ce temps de travail limité, elle est aussi liée au fait que les droits sociaux ouverts par le travail vont être limités à la période de travail, donc tous les ensembles de droits différés vont être difficilement accessibles, et même les droits qui sont théoriquement ouverts aux travailleurs et qui sont accessibles après le retour au pays, je pense à des droits liés à l'émergence d'une maladie professionnelle, des droits à la retraite, etc., eh bien, de fait, l'accès à ces droits est limité pour les travailleurs après la fin du contrat. C'est ce qui fait toutes ces limites aux droits accessibles, toutes ces brides sur leur mobilité professionnelle géographique qui entraînent des passages fréquents de ces travailleurs migrants temporaires vers les statuts de sans-papiers. Enfin, la dernière forme de précarité, la plus marquante, la plus brutale pour les corps, qui va être liée aux mauvaises conditions de vie et de travail, donc tout ce qui va être la surexposition aux maladies professionnelles, aux accidents du travail, aux mauvaises conditions de logement, et du coup qui sont exacerbées par la limitation des droits de ces travailleurs. Les organisations syndicales, elles ont conscience de ces conditions de travail dégradées. Elles ont conscience aussi du risque qu'impliquent ces conditions de travail dégradées en termes d'instrumentalisation par les employeurs pour faire du dumping social, pour mettre en concurrence les travailleurs les uns avec les autres et, in fine, dégrader les normes sociales. Mais concrètement, les organisations syndicales ont des difficultés à défendre les travailleurs. Déjà parce qu'il y a une faiblesse d'organisation des institutions de contrôle du travail, de sanction des employeurs, de protection des travailleurs qui fait que les OS peuvent difficilement s'appuyer sur elles pour défendre les travailleurs. Il y a aussi la fragmentation de tous les collectifs de travailleurs migrants temporaires dans les entreprises, la présence importante de la sous-traitance avec des statuts spécifiques de travailleurs migrants temporaires, l'importance des intermédiaires aussi qui va complexifier l'accès des syndicats aux travailleurs et aussi des travailleurs qui peuvent être directement méfiants et éloignés des syndicats du fait de leur perception que leurs normes de salaire différentes peuvent être, perçues comme une menace par les organisations syndicales et les travailleurs qu'elles défendent, ou parce que les questions qui les intéressent les plus directement sont peu ou pas abordées par les organisations syndicales, donc les questions de conditions de logement, conditions de transport, de santé pour ces travailleurs. Et du coup, cette situation de avoir conscience du problème, mais avoir des difficultés concrètement à le prendre de front, mène à ce que la position la plus courante des organisations syndicales, c'est d'exiger le traitement égal pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants temporaires, et de défendre tous les salariés. Donc à la fois, c'est perçu comme la meilleure option stratégique pour lutter contre la dégradation des conditions d'emploi, et c'est aussi une position qu'il leur est possible d'adopter et de défendre, même s'ils sont moins directement présents auprès des travailleurs migrants temporaires. Évidemment, il y a des positions minoritaires comme des organisations qui vont refuser de défendre les travailleurs migrants temporaires ou qui vont manifester de l'indifférence à leur situation, parfois du coup fondées sur la perception d'intérêts contradictoires avec les autres salariés. Du coup, expliquer un peu le cas autrichien, si on ne va pas avoir une explication. Et par exemple, en Autriche, il y a un certain nombre de faux indépendants, migrants temporaires, qui vont travailler dans le secteur de l'aide à domicile pour les personnes âgées, qui vont rendre ces services essentiels financièrement plus accessibles. Et donc, il y a une perception de l'intérêt qui peut être pas tout à fait convergent entre des travailleurs qui ont besoin d'avoir des personnes pour aider leurs proches et ces travailleurs migrants temporaires qui réalisent ce travail. Enfin, il y a aussi des prises de position institutionnelles d'opposition ou de limitation à, on va dire, des quotas importants, à un niveau de recours important à ces travailleurs migrants temporaires, notamment dans les pays où les organisations syndicales ont
une présence institutionnelle dans les organisations chargées d'autoriser, de contrôler, de surveiller le niveau fixé pour le recours à ces travailleurs migrants. Quand les organisations syndicales sont présentes, elles ont des initiatives locales de repérage des situations problématiques, de sensibilisation, de développement d'informations et de la formation, de création de structures spécifiques, d'outils spécifiques, notamment de traduction, de mise en place de collaboration internationale entre organisations syndicales des pays de travail et des pays de résidence. Et en fait, ces actions, elles sont fondées sur une extension de l'action syndicale au-delà du champ plus traditionnel de l'action syndicale centré sur l'emploi et la négociation collective. Ce sont des actions donc, qui ont trait au logement, à la santé, à la prévention de la santé, des actions contentieuses, ça peut être des actions même par exemple des actions de dénonciation de mauvaises pratiques d'employeurs, etc. Des fois, ça va aller jusqu'à la lutte contre les organisations mafieuses. Et on est sur un registre qui en fait est plus celui des ONG. Et d'ailleurs, les ONG sont souvent les acteurs le plus présents auprès des travailleurs migrants temporaires pour défendre leurs droits, d'autant plus quand ceux-ci sont éloignés des organisations syndicales. Donc via un répertoire d'actions qui est varié, d'actions juridiques, mise en visibilité des situations compliquées connues par les travailleurs, soutien sur le terrain directement auprès des travailleurs migrants temporaires et des actions politiques aussi pour soutenir la réforme des statuts dans lesquels ils sont. De fait, ce que l'on voit peu, c'est des situations d'auto-organisation des travailleurs migrants temporaires eux-mêmes. Elle est difficile du fait des nombreuses brides à leur statut, elle est dangereuse du fait de leur dépendance à l'employeur et du manque de ressources. Et en général, quand il y a une auto-organisation des travailleurs, c'est qu'on a vraiment une situation extrêmement critique d'atteinte aux droits qui servent de déclencheur à l'action syndicale et associative pour essayer de défendre justement ces travailleurs. Et de fait, les actions syndicales associatives sont limitées par la visibilité réduite des situations de travail des travailleurs migrants temporaires, et si elles sont prêtes à agir quand elles ont connaissance des situations, elles sont parfois limitées justement par l'invisibilité relative des situations connues par les travailleurs. Pour conclure, les travailleurs migrants temporaires, c'est une manière de conceptualiser une diversité de réalités et de statuts qui ont des caractéristiques communes, qui mènent à la mise à disposition d'un travail sans travailleurs pour les employeurs dans les secteurs et les pays concernés. Les 4 grandes caractéristiques de ce travail migrant temporaire, c'est que c'est une immigration qui est choisie par les employeurs en amont, et ce choix est, on va dire, revalidé, permis à nouveau au cours du contrat, au cours de son renouvellement. C'est une main-d'œuvre qui, en termes de droit au séjour, est temporaire et jetable, parce qu'elle n'a pas le droit au maintien sur le territoire en dehors du travail auquel on l'a assigné. C'est une main-d'œuvre qui est subordonnée et contrôlée dans sa relation de travail par les employeurs, et c'est de fait, dans les situations d'accès au droit et de travail, une immigration qui est discriminée et précaire. Et ce qu'il faut peut-être souligner, c'est du coup la forte cohérence et pas la contradiction apparente que l'on pourrait voir entre, d'un côté, une mise en place de politiques d'immigration qui vont limiter la circulation et les droits des travailleurs étrangers une fois qu'ils sont dans le pays de travail, et de l'autre, des politiques qui vont donner grande liberté, grande marge de manœuvre pour avoir un recours important du côté des employeurs à des travailleurs migrants temporaires. Parce que c'est précisément le fait que ce soit une main-d'œuvre facilement accessible, mais aux droits limités, qui permet la possibilité systématique d'exploitation commune à ces différents statuts de travailleurs migrants temporaires. Enfin, terminer par souligner le rôle de l'opacité aussi générée par la multiplication de ces statuts, le sous-dimensionnement des possibilités de contrôle et l'absence d'outils de suivi, d'évaluation des situations de ces travailleurs, puisque le fait qu'on ne sache pas combien on a au total de travailleurs migrants temporaires, le fait que ce ne soit pas clair qu'en réalité, au-delà des différents statuts, dans différents secteurs, on a des problématiques communes, des réalités communes, va être à la fois un facteur limitant de l'action collective pour les travailleurs directement et pour leurs représentants syndicaux et les acteurs associatifs, et aussi un obstacle pour solliciter l'action publique, puisqu'il y a une visibilité statistique, médiatique plus limitée de la situation, et donc qui va contribuer à limiter la capacité à mobiliser les acteurs publics et institutionnels pour établir l'application du droit. Voilà, merci beaucoup. Merci Antoine Axel. Peut-être qu'il y a 2-3 commentaires ou questions. D'autant que c'est un préliminaire très généraliste.
hein, qui gomme évidemment, déjà dans l'article c'est assez généraliste, mais on a un peu le temps d'illustrer par des situations nationales au regard de certains statuts, etc. Mais là, évidemment, dans cette présentation, je me rends compte qu'on a un côté très qui peut apparaître hors sol. C'est peut-être une bonne transition à l'agriculture. Oui, vous dites dans l'article qu'il y a des syndicats qui s'opposent par principe à la défense de ces travailleurs. Est-ce que c'est dans quel pays on trouve ça? Je crois qu'on utilise le passé dans la phrase plutôt. Non, certains syndicats par principe. Oui, alors, alors typiquement, par exemple, si vous utilisez l'article sur l'Autriche, c'est évoqué effectivement. Et puis je crois en Amérique du Nord, ça a pu arriver également que certaines organisations syndicales, dans un premier temps, s'y opposent, d'autant quand il y a des intérêts qui sont divergents. Alors on en a parlé sur les faux auto-entrepreneuses qui viennent s'occuper des personnes âgées à domicile en Autriche, où là, quelque part, c'est tout bénef, parce que quelque part, les coûts sont très faibles, l'exploitation est forte, et c'est tout bénef, j'allais dire, et pour le pays d'accueil du point de vue des finances publiques, parce que ça coûterait moins cher que d'embaucher des personnes qui résident en Autriche, enfin qui résident de façon permanente, ou même si ces personnes peuvent résider beaucoup en Autriche. Et puis c'est tout bénef aussi, je prends aussi pour l'ensemble de la société, j'allais dire les familles qui ont des personnes âgées, et donc les travailleurs aussi. Donc du coup, il y a une sorte de consensus de la société qui emporte les organisations syndicales autrichiennes pour quelque part dire que ce recours à ce type d'auto-entrepreneur est quelque chose de très bien et quelque part pour assez peu être sur le terrain de leur défense. Voilà, et c'est de fait, mais j'allais dire au-delà de l'hostilité, qui pourrait être beaucoup plus général dans beaucoup de pays, même si je ne vais pas pouvoir l'illustrer là comme ça en sortant de ma tête, c'est parfois une forme d'indifférence à certains statuts, parce que éloignés de là où opèrent les organisations syndicales, de là où opèrent les travailleurs défendus par les organisations syndicales, et quelque part dans lesquels finalement, voilà, il peut y avoir des intérêts, y compris à ces formes d'exploitation. Oui, et pour compléter quand même, il y a effectivement une dimension temporelle au sens où ces positions sont décrites comme ayant été plus présentes à une époque où il y avait une perception comme quoi la part de ces migrations temporaires était plus limitée, et que dès lors que ça devient une part constitutive de la main-d'œuvre des secteurs concernés, eh bien, la position de dire ces travailleurs, par leur présence, par le fait qu'ils coûtent moins cher, etc., c'est un risque pour les autres travailleurs, et du coup, il faut limiter leur arrivée, devient pas tenable. Et donc, du coup, c'est là qu'il y a un peu un basculement vers la position, parfois un peu surplombante et un peu abstraite aussi dans ces organisations syndicales, de on va défendre tout le monde, on va défendre l'égalité, parce que si c'est la segmentation qui pose problème, eh bien, il faut limiter cette segmentation, il faut tirer tout le monde vers le haut. Mais effectivement, c'est très loin d'être suivi d'effet dans toutes les organisations syndicales, dans tous les pays et les secteurs concernés. Donc, mais effectivement, c'est que c'est un peu cette position affichée d'hostilité, elle a un peu disparu dès lors que ça devient perçu comme un élément qu'on ne peut plus sortir en fait, du secteur, qui devient constitutif du fonctionnement des secteurs concernés à un moment donné. On peut même dire que la Confédération européenne des syndicats est assez mobilisée sur ces questions-là, et notamment pour porter plutôt les questions d'égalité et pour dénoncer ces statuts, enfin, l'usage de ces statuts pour dégrader les normes sociales. Encore récemment, il y a eu une intervention de la Confédération européenne des syndicats. Donc, je veux dire, votre intervention, c'était pour indiquer que ça pouvait exister, et ça avait pu exister ponctuellement, mais globalement, c'est heureusement pas le positionnement des organisations syndicales. Peut-être quand même mentionner qu'en Europe, justement, enfin dans l'Union européenne, il y a quand même effectivement un élément qui joue aussi sur le changement de position de certaines organisations syndicales, du fait que c'est pas tout à fait pareil de maltraiter un citoyen européen que les travailleurs extra-européens. Et donc, pour les travailleurs intra-européens, il y a une situation qui est un petit peu différente. Et il y a quelques études de cas qui montraient, dans le cas de l'agriculture notamment, en Italie, en France, etc., comme quoi il y avait quand même aussi une prise de conscience il y avait des réalités communes pour les travailleurs, etc., parce que les travailleurs roumains, les travailleurs bulgares, les travailleurs polonais ont des droits quand même étendus par rapport aux travailleurs extra-européens, et donc il y a quand même quelque chose qui joue un petit peu.